Imaginez un cœur qui bat 2 fois par jour, chaque jour, depuis des centaines de millions d'années. C'est exactement ce qui se passe à la surface même de notre planète, les marées. On surnomme depuis bien longtemps la Terre planète bleue, et ce n'est pas par hasard. 70% de la surface terrestre est recouverte d'eau. C'est d'ailleurs là que la vie a commencé. L'eau est aussi une source d'énergie, les centrales hydroélectriques en sont la preuve. Rien qu'en France, il y en a plus de 2000, ce qui la classe au 4e rang européen des producteurs d'électricité par ce moyen. Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais que l'on peut produire de l'électricité sans barrage, sans rivière, uniquement grâce au mouvement lent, constant, irrésistible de la mer? En Bretagne, entre Dinard et Saint-Malo, il existe un lieu qui semble sorti d'un récit futuriste, l'usine marémotrice de la Rance, la première centrale marémotrice de production d'électricité de l'histoire. Attention, nous ne parlons pas ici de produire de l'énergie à partir des vagues, mais bien des marées. Et à la fin de la vidéo, nous vous expliquerons aussi pourquoi, bien que ce système est fonctionnel et très intelligent, il est très peu utilisé. Commençons par revoir quelques notions. Le phénomène des marées est principalement causé par l'attraction gravitationnelle que la Lune exerce sur la Terre. Il faut dire que le Soleil y contribue aussi, mais étant beaucoup plus éloigné, il intervient dans une moindre mesure par rapport à la Lune. La Lune attire l'eau des océans, créant ainsi une bosse sur la mer du côté de la Terre qui lui est le plus proche. Mais un phénomène curieux se produit également. Une seconde bosse se forme de l'autre côté de la planète car l'eau a tendance à rester en arrière à cet endroit tandis que la Terre est légèrement tirée vers la Lune. Étant donné que la Terre tourne sur elle-même, ces deux bosses se déplacent et font monter et descendre le niveau de la mer en différents points du globe. C'est ainsi que naissent les marées hautes lorsque la mer monte et les marées basses lorsqu'elle descend. En général, il y a 2 marées hautes et 2 marées basses par jour avec environ 6 heures d'intervalle entre chacune. Ce cycle est assez précis et peut être calculé à l'avance. Mais attention, la forme des cônes et la profondeur de la mer peuvent influencer fortement ce phénomène, le rendant plus ou moins marqué. Gardez bien cela dans un coin de votre tête car c'est très important. Dans la zone de l'estuaire de la Rance, en Bretagne, l'amplitude de la marée est particulièrement élevée. Elle peut dépasser les 13 mètres. D'où la décision de tenter de produire de l'énergie marémotrice, idée qui remonte d'ailleurs au 19e siècle. Les travaux de construction de la centrale commencèrent en 1961 et se terminèrent en 1966 après 5 ans de travaux complexes. En effet, construire dans une zone soumise à de fortes amplitudes de marée nécessita des solutions innovantes comme la construction de barrages provisoires, l'utilisation de caissons flottants pour la pose des turbines et surtout une coordination logistique minutieuse pour travailler dans des courts intervalles entre les deux marées. Le coût total de l'ouvrage fut de 620 millions de francs, soit environ 997 millions d'euros en considérant l'inflation actuelle, ce qui à l'époque représentait un investissement considérable. Et malgré ce coût initial, l'installation s'est révélée économiquement avantageuse sur le long terme grâce à de faibles coûts d'exploitation et à la longue durée de vie des équipements. Mais comment fonctionne une centrale de production d'énergie marémotrice? En réalité, le cycle naturel des marées est exploité à travers un système de barrage qui crée un bassin artificiel. Pendant la marée haute, l'eau de mer est canalisée dans le bassin à travers des ouvertures contrôlées. Lorsque la mer se retire, l'eau accumulée est relâchée en passant à travers des turbines hydrauliques qui génèrent de l'électricité. En fait, il s'agit toujours d'énergie hydroélectrique et on utilise les marées pour remplir le bassin à partir duquel on laisse ensuite l'eau s'écouler vers les turbines. Si vous y pensez, c'est vraiment ingénieux. Ce processus d'ailleurs permet de produire de l'énergie aussi bien pendant l'entrée que pendant la sortie de l'eau, ce qui maximise l'efficacité du système. Comme je vous l'ai dit, étant donné que la marée change 4 fois par jour, la centrale est donc capable de générer de l'électricité 4 fois par jour. Cette régularité est loin d'être négligeable car elle permet une production d'énergie continue et surtout programmable, contrairement à l'éolien et au photovoltaïque qui souffrent de l'intermittence liée au changement de la météo. Mais voyons plus en détail les composants principaux de la centrale. Ainsi, le barrage que nous avons mentionné s'étend sur 750 mètres à travers l'estuaire du fleuve Rance et sert également de pont routier qui relie les deux rives. En son sein sont installées 24 turbines Kaplan à bulbe, chacune avec une capacité nominale de 10 MW, soit 240 MW au total. Faisons une petite parenthèse technique. Qu'est-ce que les turbines de type Kaplan à bulbe? Ce sont des turbines conçues pour fonctionner lorsqu'il y a une faible différence de hauteur entre deux niveaux d'eau, mais un grand volume d'eau qui s'écoule. Cela les rend parfaites pour des installations comme celle de la Rance, où il n'y a pas de cascade d'eau, mais plutôt un flux puissant et constant causé par le mouvement des marées. Le cœur de la turbine est constitué d'une roue, c'est-à-dire une série de pales mobiles fixées à un moyeu central. Ces pales ne sont pas fixes comme dans d'autres turbines, mais peuvent varier leur angle d'inclinaison pendant le fonctionnement. Ce réglage des pales permet à la turbine de s'adapter en temps réel au flux d'eau, même quand celui-ci varie, optimisant ainsi le rendement.
Comme nous le disions auparavant, le changement des marées a lieu 4 fois par jour, et donc le mouvement de l'eau est 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre. Le terme à bulbe est dû à la structure particulière dans laquelle le générateur électrique n'est pas placé hors de l'eau, comme c'est le cas dans les turbines traditionnelles, mais à l'intérieur d'une grande enveloppe en forme de bulbe immergée dans le flux lui-même. À l'intérieur de ce bulbe, monté dans l'alignement de l'axe de la turbine, se trouve à la fois le générateur électrique et l'arbre de transmission. Cette configuration permet de réduire la longueur du canal hydraulique et de rendre le système plus compact et direct, améliorant ainsi le rendement global et diminuant les coûts. L'eau entre dans la turbine à travers une conduite appelée conduite forcée, accélérant au fur et à mesure qu'elle s'approche des pales. En passant à travers la roue, l'énergie de l'eau est transférée aux pales, les faisant ainsi tourner. Le mouvement rotatif est ensuite transmis à l'arbre et au générateur qui produit de l'électricité. Après avoir traversé la turbine, l'eau est libérée à travers un diffuseur qui aide à récupérer une partie de l'énergie et à réduire les pertes de pression. Autre composant fondamental de la centrale, le système de contrôle automatisé qui règle l'ouverture des vannes et le fonctionnement des turbines en fonction des données astronomiques et des conditions réelles des marées. Le système, qui depuis 1966 a subi plusieurs mises à jour, fonctionne aujourd'hui avec des algorithmes prédictifs qui optimisent le rendement énergétique. Bon d'accord, nous avons vu le fonctionnement, mais combien d'énergie produit une installation de ce type? De quels chiffres parle-t-on ici? La centrale produit chaque année environ 500 GWh d'électricité, suffisant pour couvrir les besoins d'environ 130 000 familles françaises. La puissance installée est donc de 240 MW, avec un facteur de capacité de 40%, très élevé par rapport à d'autres sources renouvelables comme l'éolien terrestre, qui ne dépasse pas 35%, et le photovoltaïque, encore plus bas. Cette puissance a d'ailleurs fait de l'usine de la Rance la plus grande usine marémotrice du monde pendant plus de 45 ans, avant d'être dépassée en 2011 par une usine sud-coréenne. Du point de vue environnemental, ensuite, la centrale représente un exemple vertueux de production d'énergie sans émission directe de CO2. Il faut toutefois préciser que la construction du barrage a eu des impacts significatifs sur l'écosystème de l'estuaire. Les modifications de la salinité, de la sédimentation et du flux de l'eau ont influencé la biodiversité locale. Certaines espèces, comme certaines variétés de mollusques et de poissons migrateurs, ont disparu, tandis que d'autres, comme les algues et les oiseaux marins, ont trouvé un habitat favorable. Les centrales qui exploitent les marées semblent sorties d'un roman de science-fiction. Énergie propre, silencieuse, prévisible. Et pourtant, dans le monde, on peut les compter sur les doigts d'une main. Mais alors pourquoi? La raison est en réalité très simple. Le premier et principal obstacle est la géographie. Pour vraiment fonctionner, une centrale marémotrice a besoin de conditions naturelles très précises. Il faut un lieu où la différence entre marée haute et marée basse soit très marquée, au moins 5 ou 6 mètres de dénivelé, et où l'on puisse canaliser une grande masse d'eau comme cela se produit dans des baies étroites ou des estuaires profonds. Ces lieux ne sont en fait pas si nombreux. On en compte quelques dizaines dans le monde entier et seule une poignée sont également adaptés d'un point de vue technique et environnemental. Ensuite, il y a les coûts. Construire un barrage en mer avec des turbines résistantes à la corrosion est une entreprise d'ingénierie énorme et coûteuse. Sans compter la maintenance, dans un environnement où l'eau salée use tout et où les conditions changent en permanence. Il y a aussi la question environnementale. Modifier le flux naturel des marées peut perturber des écosystèmes côtiers délicats, influencer la faune marine et même changer la façon dont les sédiments s'accumulent ou se déplacent. La centrale que nous avons vue, qui est la première installation de ce type construite au monde, est donc plus la plus grande depuis 14 ans, comme je vous l'ai dit. En 2011, à Sinwa Lake, en Corée du Sud, une centrale a été inaugurée avec une capacité de 254 MW. Donc légèrement supérieure à celle de la Rance. Dans la baie de Swansea, au Royaume-Uni, il y a également eu l'intention d'en construire une de 320 MW, mais le projet a été pour l'instant mis de côté essentiellement pour des raisons liées au rapport coût-avantage. La France compte 5500 km de côte, rien qu'en métropole, et même 20 000 km avec les départements et régions d'outre-mer. Pourtant, l'usine de la Rance est la seule de ce type sur tout notre territoire. Je ne peux donc pas vous laisser sans cette question. Selon vous, au vu des avantages et des difficultés de ce type d'installation, est-ce qu'on pourrait construire d'autres centrales comme celle de la Rance à l'avenir? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.